Bonjour à tous. Merci de votre participation à ce premier webinaire sur les crypto-monnaies, crypto-actifs. Vous savez que nous sommes en train de créer un groupe de travail sur les crypto-monnaies et donc vous serez probablement invité par Samuel après notre webinaire pour savoir si vous êtes intéressé par rejoindre ce groupe de travail. Donc là, c'est le premier qu'on va aborder d'une façon, j'espère, vivante. Enfin, je sais qu'avec Simon, ça sera vivant, mais nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est que le premier soit concret, vous donne une idée de ce qui est cette activité en ce moment, sachant que le webinaire suivant sera d'une toute autre nature, puisque ça sera M. Fischer qui interviendra et qu'il interviendra pour parler de la Banque de France, de la manière dont la Banque de France aborde ces sujets. Comme il travaille pour la Banque centrale européenne, il est en relation avec la Banque centrale européenne, bien évidemment, il parlera de la manière dont les banques centrales s'intéressent à ces sujets de très très près, ce qui les concerne. Aujourd'hui, on va être dans un domaine qui est plus un domaine des affaires, du business, de l'innovation, de la créativité. Il y a tout un tas de startups qui sont dans ce secteur. Il y a beaucoup de travail possible pour les actuaires que ça intéresse. Et donc, je vais passer la parole à Simon Pollereau qui a accepté de nous enseigner, de nous brosser un tableau de la situation qui est très active, très mobile. Simon est président d'une association qui s'appelle ADAN et qui veut dire développement de l'industrie des actifs numériques. Il fédère les acteurs du secteur des cryptoactifs et de la blockchain avec l'ambition de contribuer à ce que la France et l'Europe deviennent des territoires d'innovation essentiels. Sans plus attendre, je lui passe la parole. Je couperai ma caméra pendant que je ne parle pas, parce que ça ne sert à rien. Mais je vais être très attentive à toutes les questions que vous allez mettre sur le chat, qui seront posées à Simon. Il fera peut-être quelques pauses à sa disposition pour des petites pauses pour des questions. Donc surtout, vous n'hésitez pas, s'il y a des mots qui vraiment vous ne comprenez pas, que ça vous empêche de comprendre la suite, vous n'hésitez pas à les poser. Nous sommes entre nous et je passe la parole à Simon. Eh bien, merci beaucoup. Merci, merci vraiment pour cette invitation. Et je vais tout de suite partager ma présentation en support de mon intervention. Voilà, j'espère que c'est bon. Donc, bonjour à tous. Je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis le président de l'association. Je suis dans le secteur des cryptoactifs depuis à peu près 7 à 8 ans maintenant et toujours très attaché au développement d'un secteur sur les cryptoactifs en France. Aujourd'hui, on a un secteur qui se réveille très fort. On a beaucoup de choses qui se sont passées, notamment en 2020 spécifiquement. Donc, cette présentation, ça va être l'occasion de faire un petit peu un tour d'horizon des derniers développements sur le marché, peut-être de rappeler aussi les fondamentaux de ce marché, les actifs, un petit peu comment ça fonctionne, et puis de parler un peu de prospective. On va un peu parler du futur du secteur, des grandes tendances qui se dessinent en 2021 et au-delà, avant bien sûr de passer aux séances éventuellement de questions-réponses. Je ferai aussi certaines pauses après chaque section, parce que c'est un petit peu intense parfois. Donc n'hésitez pas, en tout cas, je regarderai régulièrement les questions dans le chat aussi, à poser vos questions, et puis j'y répondrai dès que je le pourrai. Donc sans plus attendre, je commence. Donc, petite présentation très rapide de l'ADEN, mais qui a déjà été présentée, donc je vais passer là-dessus. Simplement dire quand même, donc on a 1 an d'existence, 70 membres aujourd'hui, et on commence un peu à
prendre un peu d'importance. On a 4 employés maintenant à temps plein, ce qui nous permet de traiter beaucoup de problématiques simultanées. Vous verrez qu'on en a beaucoup. Et on est toujours ravis de participer à ce type d'événements, d'invitation, puisque une de nos missions principales, c'est de faire mieux connaître le secteur des cryptoactifs, les cryptoactifs en général, et surtout le potentiel de ces actifs. Donc, vous pouvez nous contacter sur contact@adan.eu, qui est notre adresse principale, et n'hésitez vraiment pas à le faire, on y répondra dans tous les cas. Voilà pour l'ADAN. Maintenant, évidemment, l'agenda proprement dit de cette présentation. Donc, d'abord, un petit focus sur le marché des cryptoactifs en 2020. Les tendances, donc je l'ai dit, la vision et la prospective 2021 et au-delà, bien sûr, avant de passer aux questions-réponses. Le marché des cryptoactifs. Alors, le marché des cryptoactifs est un marché assez dynamique et qui a beaucoup progressé pendant l'année 2020. Si on doit un petit peu reprendre le panorama des grandes annonces et des grands événements, si on veut, de l'année, on a 3 grands mouvements de fond. D'abord, c'est un marché qui s'institutionnalise à marche rapide. Donc, on a beaucoup de projets, à la fois des expérimentations d'institutionnels, mais aussi des projets de régulation, de réglementation en Europe. On a la réglementation française qui s'est mise en place et on a dans le reste du monde beaucoup d'initiatives, notamment le régulateur bancaire américain qui ouvre beaucoup la porte aux acteurs des cryptoactifs. On a les entreprises privées qui, donc traditionnelles, c'est-à-dire pas du monde des cryptoactifs, qui entrent vraiment dans le marché aujourd'hui de différentes façons, mais bien sûr, vous avez dû entendre parler de PayPal, Square, Visa, Mastercard, Chicago, Mercantile Exchange. En 2021, ce n'est pas sur cette slide, mais évidemment, Tesla aussi a fait son annonce d'investissement significatif dans le Bitcoin. Donc, on a vu fin d'année 2020 et début d'année 2021 une sorte de basculement à ce niveau-là, avec beaucoup d'entreprises privées qui ont ou vont acheter des cryptoactifs en placement ou en support de développement de nouveaux produits, puisqu'on va voir que la possibilité, on peut utiliser ces cryptoactifs de beaucoup de façons différentes. Peut-être un point pour dire que le marché de l'innovation ne s'essouffle pas. On a donc bien sûr, il y a eu l'annonce en 2020 de l'introduction en bourse de Coinbase, qui est la plus grosse plateforme d'échange de cryptoactifs du monde, qui est déjà prévalorisée à plusieurs dizaines de milliards de dollars. On a une capitalisation du marché des cryptoactifs qui, dès 2020, a dépassé les 1000 milliards de dollars US. Et les actifs sous gestion dans la finance décentralisée, ça on va y revenir plus tard, mais c'est le domaine un petit peu explosif, développement explosif des cryptoactifs qui ont dépassé les 20 milliards de dollars US. Et on a un certain nombre de mises à jour techniques qui ont été déployées aussi, parce qu'il y a beaucoup d'innovations techniques sur ces réseaux. Bon, là, on parle de la phase 0 d'Ethereum 2.0, qui est une des principales blockchains, mais il y a eu beaucoup d'autres blockchains qui ont déployé des mises à jour, notamment la blockchain Tezos, blockchain Arc, etc. Donc, on a une innovation technique qui ne s'essouffle pas, des marchés qui grossissent beaucoup, et une institutionnalisation, un intérêt qui finalement sort du cadre du micro-marché qui était encore celui des cryptoactifs jusqu'à fort récemment. Donc ça, c'est le bilan, si on veut, de 2020. Sur la capitalisation, peut-être un état des lieux rapide des cryptoactifs d'aujourd'hui. Bon, on a à peu près 8700 cryptoactifs différents. Bon, alors cette variété peut faire peur, mais elle cache en fait des disparités très fortes. Concrètement, aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine d'actifs qui dominent en termes de capitalisation dans la valeur totale, dont un domine particulièrement, qui est le Bitcoin, que tout le monde connaît, qui représente à peu près 60% de l'ensemble de la capitalisation, donc plus de 1000 milliards de capitalisation juste pour le Bitcoin. Et puis, on a Ether, Ethereum, Cardano, Tezos, etc. Enfin, d'autres actifs derrière qui viennent compléter, si on veut, le podium. Mais à partir du moment où vous avez les 20 plus gros actifs, vous avez déjà capté à peu près 90% de la valeur totale du marché. Donc, on a une concentration sur un certain nombre d'actifs et par contre, une très grande variété d'actifs. Pourquoi ? Parce que chacun
peut créer son propre actif. C'est une des grandes caractéristiques des cryptoactifs, qui sont qu'ils sont déployés sur des réseaux ouverts où chacun peut créer son cas d'usage, sa problématique. Donc ça, c'est assez important à avoir en tête. Et puis, on a plus de 300 plateformes d'échange. Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête dans le paysage. C'est un marché qui s'est créé de façon un peu organique, en dehors de réglementation, puisque réglementation n'existait pas. Et donc, une très grande variété d'acteurs répartis dans le monde entier, donc qui traitent les mêmes actifs, mais dans des zones géographiques différentes, avec des modèles de marchés différents, etc., etc. On constate de plus en plus, et ça, comme tous les marchés qui maturent, une concentration dans les plus grandes plateformes. On va y venir, mais on a quand même encore une grande variété d'acteurs et un marché qui est assez facile d'accès en fait pour des petits acteurs aujourd'hui. Alors ça, je vais y passer rapidement, mais c'est un petit peu pour montrer la progression de valeur sur ces cryptoactifs par rapport aux actifs plus traditionnels. Donc évidemment, on est vraiment sur une phase aujourd'hui de découverte de marché, sur une nouvelle catégorie d'actifs, et donc on a des prises de valeur qui peuvent paraître peut-être même un peu effrayantes et qui peuvent faire ressembler à une bulle. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est à peu près la 3e ou 4e fois qu'on a ces mouvements de hausse un petit peu forts, qui sont vraiment des mécanismes de découverte de prix sur des actifs, dont il est parfois un peu difficile de déterminer la valeur intrinsèque, puisque les critères habituels de détermination de valeur sont un peu caducs. Alors, peut-être un focus plus géographique sur les marchés, donc toujours sur les marchés globaux de cryptoactifs. Dire peut-être que le marché européen, malheureusement, est fortement à la traîne sur le marché. On a ici les plus grosses plateformes d'échange mondiales qui sont listées, et la part de volume de chacune d'entre elles, en sachant que du coup, il n'y en a qu'une seule qui est européenne, c'est Bitstamp. Donc sur toutes les plateformes qui sont là. Donc on voit qu'en termes de part de marché, voilà, c'est la première barre grise sur le graphique, donc on est quand même assez loin des autres acteurs traditionnels, en sachant que voilà, c'est une plateforme. La plupart des autres sont soit localisés en Asie, soit localisés aux États-Unis, pour les principales. Ce retard un peu de l'Europe se retrouve aussi dans le financement. Là, on voit les financements en 2020 qui ont été réalisés dans le secteur de la blockchain, enfin entre 2015 et 2019, donc c'est dans un rapport de 2020, où on voit que l'essentiel des investissements viennent des États-Unis, de la Chine, donc les 2 premiers plus gros investisseurs qui font beaucoup plus de la moitié, plus des 3/4 du secteur, et puis la Suisse, le Royaume-Uni, qui malheureusement ne fait plus partie de l'Europe, et donc le reste du monde, y compris tous les pays européens, tous les pays d'Amérique latine, le Canada, etc., sont dans Rest of the World, 22%. Donc on est quand même assez peu bien, enfin on est assez mal doté. On le constate, nous, dans l'industrie française. C'est assez compliqué pour les acteurs de lever des fonds. Et je vais venir sur les explications plus tard. Mais voilà. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un intérêt grandissant des acteurs traditionnels qui viennent en fait s'intégrer dans ces marchés de cryptoactifs. Et qui finalement développent des cas d'usage qui utilisent les cryptoactifs au sens large, donc Bitcoin, Ether, etc., et qui viennent développer leur propre cas d'usage, ce qui veut dire que concrètement, ils entrent dans le secteur, quoi. Ce qui est quelque chose qui n'était pas, qui est assez nouveau, hein, qui n'était pas du tout visible dans les dernières années. Il y avait beaucoup d'échanges, de discussions sur le fait que ces acteurs allaient arriver, donc c'était quelque chose dans l'expectative. Mais concrètement, là, on constate qu'on passe vraiment à la phase supérieure et que ces acteurs entrent dans le marché et viennent voilà, occuper le terrain. Alors, ces acteurs, ils sont assez divers, je l'ai dit, mais on voit que ça concerne quand même essentiellement les acteurs du monde financier traditionnel, qui sont extrêmement allants sur le secteur. Mais vous voyez qu'encore une fois, on retrouve un peu la problématique géographique, puisque vous aurez reconnu dans la présentation que la plupart des acteurs mentionnés sont américains.
Et puis, on constate aussi que c'est le secteur bancaire, financier, les régulateurs plutôt américains. Voilà. Donc, on a une avance quand même du marché à ce niveau-là. Donc, ce qui se retrouve aussi, en fait, dans la prospective. Parce qu'avant d'arriver à la prospective, il faut maîtriser les bases. Et aujourd'hui, on voit que le marché européen est un peu à la traîne sur le développement entre les différentes catégories d'actifs. Donc ça, c'est l'aperçu finalement du marché tel qu'il est aujourd'hui, une petite radiographie si on veut. Et avant de passer du coup au cas d'usage généraux, je voudrais faire une petite introduction aussi sur les actifs eux-mêmes. Puisque là, on a parlé vraiment des marchés, c'est-à-dire la façon dont ces actifs s'échangent, s'utilisent aujourd'hui. Mais je pense que c'est important aussi de refaire un petit focus sur finalement de quoi parle-t-on. Alors attendez, parce que là, je n'ai pas la dernière version. Petite seconde. Ah oui, c'est parce qu'on a eu un saut de présentation. Je reprends. Voilà. Voilà, donc les cryptoactifs eux-mêmes, et là-dessus, je pense qu'il y aura peut-être un peu de questions, donc je serais ravi d'en parler. C'est pour vous donner un petit aperçu de l'ensemble de cette nouvelle classe d'actifs. Alors, pour reprendre un peu les bases, ce qui distingue les cryptoactifs des autres actifs, c'est qu'ils sont inscrits sur un support, alors aujourd'hui qu'on appelle blockchain, qui sera peut-être dans le futur différent, mais finalement ce qui est important dans les cryptoactifs, c'est pas tant le support sur lequel ils sont inscrits, que les caractéristiques fonctionnelles de ces actifs, qui leur sont en fait transmises par ce support. Et ces caractéristiques fonctionnelles, elles sont, le critère de permanence, c'est-à-dire que quand vous avez créé l'actif, que vous détenez l'actif, vous êtes sûr que cet actif ne va pas disparaître, malgré son caractère numérique. Il y a l'unicité, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir dupliquer cet actif. C'est là une des principales apports de la technologie blockchain et de ces cryptoactifs, c'est l'unicité malgré la numérisation. Et le tout sans passer par un tiers de confiance, parce que l'unicité numérique, on l'avait déjà, elle existait déjà, bien sûr, auparavant. Vous pouviez avoir votre compte bancaire avec vos euros représentés de façon numérique, mais vous devez passer justement par une banque, par un intermédiaire financier, parce que le numérique, par nature, permet la duplication, et donc il faut encadrer, il faut réguler les acteurs pour s'assurer qu'il n'y ait pas de création monétaire, que les euros dépensés correspondent à des euros réels, etc., etc. Ici, on peut arriver au même résultat purement fonctionnel. La valeur intrinsèque ici est hors sujet. Là, je parle vraiment en termes techniques. On arrive au même résultat, c'est-à-dire une unicité, sans devoir faire appel à un tiers de confiance pour vérifier que cette unicité sera bien conservée. Alors, de là, on en déduit parfois que la blockchain, c'est la disparition des tiers de confiance, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est simplement que le tiers de confiance qui vient valider l'unicité de l'actif, son bon transfert, sa permanence, enfin ces caractéristiques-là, n'est plus nécessaire. Et donc, il peut exister en tant qu'actif appréhendable, finalement, directement, sans intermédiaire. Pour autant, il existe évidemment de très nombreux intermédiaires dans le monde de la blockchain, sinon il n'y aurait pas d'industrie des cryptoactifs. Donc voilà, ça c'est les caractéristiques principales de ces actifs. Alors après, ils peuvent représenter énormément de choses. On a des différents types de distinctions. Là, c'est un petit peu un panorama général. Ce qu'on appelle les tokens de protocole, c'est-à-dire ou aussi crypto-monnaies, voilà, il y a différents noms différents, mais ce sont les actifs qui sont natifs au réseau. Vous avez des réseaux publics sur lesquels sont enregistrés ces actifs, le réseau Bitcoin, le réseau Ethereum, le réseau, là on a les logos de Cosmos, de Tezos, de Arc. Et ces réseaux, en fait, pour fonctionner, ils ont une monnaie, un actif qui est natif, donc qui permet en fait de faire fonctionner le réseau, qui rémunère les personnes qui contribuent à ce réseau public. Et ils sont donc natifs au protocole, ils n'ont pas d'émetteur particulier autre que le protocole. Ils ont un peu c'est un peu une catégorie à part dans le secteur des cryptoactifs. Donc bien sûr, le plus connu est le Bitcoin, mais voilà, on a cette catégorie. En fait, chaque nouvelle blockchain publique a son protocole token, si on veut,
et donc qui peut avoir différents fondamentaux économiques, mais qui se comportent de façon différente en fonction de la blockchain sur laquelle ils sont émis. Et puis ensuite, on a tous les autres cas, qui sont des cas d'usage ad hoc, émis par des acteurs particuliers en fonction de leur cas d'usage. Là, on a beaucoup parlé de utility token en 2017-2018. On a eu la bulle des ICO, donc des financements de projets par vente de tokens. Mais il y a un certain nombre de tokens qui sont très sérieux et qui ont permis de financer des projets très intéressants, notamment en France. Là, on a iExec qui est membre de l'association en premier logo. On a des objets numériques. Alors là, vous avez dû entendre parler, les fameux NFT, Nifties, enfin voilà, ça dépend comment on les appelle, mais les objets, les représentations uniques d'actifs sur la blockchain. Donc, à la différence de tous les autres actifs qui sont sur cette slide, les NFT sont non interchangeables. Donc, chaque inscription sur la blockchain représente un actif différent. Et donc, il n'y a pas de fongibilité. Donc, c'est pour ça qu'on parle de non-fungible tokens, donc NFT. Et ça peut représenter, donc, vous avez peut-être vu dans la presse récemment, des œuvres d'art, des objets de jeux vidéo, etc. Il y a un peu un mouvement, une mode qui est en train de se lancer sur ces actifs-là, mais ils existent depuis très longtemps. Les stablecoins, je vais y venir un peu plus tard, c'est bien sûr les représentations sur support blockchain de monnaie fiduciaire, de monnaie légale, donc euros, dollars en l'occurrence en ce moment. Et puis ensuite, on a bien sûr les représentations qu'on appelle alors les tokenisations, c'est-à-dire les représentations sur la blockchain d'objets existants. Les plus importants, ceux dont on parle le plus, sont évidemment les titres financiers, securities en anglais, mais on peut représenter sur la blockchain beaucoup d'autres objets. La représentation d'objets sur blockchain, donc ce qu'on appelle tokenisation, ça pose un petit peu plus de problèmes évidemment sur le plan juridique, puisqu'on doit alors s'assurer du lien entre l'actif représenté et la représentation. Voilà, ce qui nécessite parfois des ajustements réglementaires qui ne sont pas forcément déjà réalisés. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'objet d'un certain nombre de projets réglementaires, notamment au niveau européen. Alors, on les a un peu classés, mais là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. J'ai évoqué déjà rapidement les problématiques. On a un article là qui sort cette semaine sur notre site avec un peu plus de détails sur les différentes catégories d'actifs. Donc, je vous invite à aller voir notre site si vous êtes intéressé. Donc, voilà, on a la grande distinction crypto-actifs natifs, actifs tokenisés, fongibles, non fongibles, avec les différents cas d'usage qui sont rangés sur cette slide. Je vais sauter cette slide qui est plutôt technique, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. C'était plus pour expliquer les différentes couches techniques qui peuvent exister sur un protocole blockchain. Et puis, cette slide aussi est un peu technique, mais je vais y passer une minute rapidement, juste pour expliquer que sur les blockchains modernes, on a développé ce qu'on a appelé les smart contracts, et qui, en fait, viennent rajouter des capacités sur les supports, sur les actifs numériques. Je m'explique. Donc, un actif comme une blockchain comme le Bitcoin, elle est prévue pour faire des transactions simples, c'est-à-dire des transactions d'envoi d'un actif de monsieur A à monsieur B. Monsieur A, madame B, voilà, ce que vous voulez. Donc, c'est assez simple. Dans la transaction, on indique le montant, le destinataire, on signe, et puis on a la blockchain qui exécute la transaction et qui réalise la transaction demandée. Sur une blockchain programmable, donc une blockchain un peu plus complexe, on peut déployer, au-delà d'une transaction classique, une transaction qui est le déploiement d'un logiciel sur la blockchain. Et ce logiciel, on peut vraiment l'assimiler à, par exemple, sur un tableur, à une macro. C'est-à-dire qu'il va pouvoir ensuite automatiser des actions sur les actifs numériques et sur les autres inscriptions qui sont dans la blockchain de façon automatisée directement sur la blockchain. On peut faire des choses assez simples avec ça. On peut par exemple créer un nouveau token, un nouvel actif, puisqu'on programme les caractéristiques d'un actif puis on le déploie sur une blockchain. Et puis, on peut faire des choses de plus en plus complexes avec notamment, là, on parle de finances décentralisées, je vais y venir plus tard, mais donc des vrais produits qui sont exécutés par la blockchain directement. Et une des caractéristiques principales de ces exécutions, c'est qu'elles se font sur ces réseaux publics,
les blockchains étant auditables, visibles par tous. Et donc, on peut vérifier que le cas d'usage s'est bien exécuté de la façon dont il était programmé. Et donc, on a une forme de transparence inhérente au smart contract. Voilà, et ça, on appelle ça aujourd'hui les cas d'usage décentralisés. Donc, retenez peut-être ce mot-là, parce que vous allez probablement en entendre parler dans les prochains mois, prochaines années. On parle beaucoup là pour l'instant de finances décentralisées, mais c'est le premier cas d'usage qui prend un peu de traction autour des smart contracts. Voilà pour l'introduction générale. Alors, avant de passer aux tendances, je vais déjà peut-être prendre, s'il y a des questions un peu urgentes qui sont plutôt liées aux connaissances et aux notions qui viennent d'être présentées. Donc, je ne sais pas s'il y en a Il y en une ou avait une deux qui sont… sur Oui. l'avantage fiscal. Je pense que là, ça peut aller à la vite. Une question demandait s'il y avait un avantage fiscal particulier pour la détention. Alors, je ne sais plus où est la question, mais enfin, je pense qu'on peut dire assez rapidement. Oui, bien sûr. Bah, alors, sur les cryptoactifs, aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur la fiscalité très rapidement, c'est qu'il y a un régime particulier qui a été mis en place en 2020 ou 2019 peut-être, oui, dès 2019, pour les particuliers. Donc, les particuliers qui font de l'achat et de la vente de cryptoactifs bénéficient du 30%, du PFU à 30% sur leur plus-value réalisée, et bénéficient aussi, et ça c'est important, d'une exonération de toutes les transactions entre cryptoactifs. Donc on est taxé uniquement à l'entrée dans le monde des cryptoactifs et à la sortie, c'est-à-dire quand on retransforme ces cryptoactifs en euros, soit par une conversion directe, soit par un paiement réalisé pour éteindre une dette. Donc, ce sont ces effets générateurs qui vont entraîner la taxation. Ça, c'est pour les particuliers. Sur les professionnels, malheureusement, il n'existe pas de régime particulier. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les cryptoactifs. Et donc, pas forcément, et notamment, malheureusement, ces actifs ne sont pas encore admissibles dans les contrats d'assurance vie, par exemple, ou des supports similaires. Alors, sous réserve, je crois, alors je ne suis pas expert dans le domaine, mais au moment de la loi de 2018, et notamment de la loi fiscale, il y a eu une ouverture sur un certain nombre de fonds spécialisés je ne crois pas qu'ils prévoient un dispositif fiscal particulier, enfin que justement ces fonds spécialisés sont plutôt inefficients sur le plan fiscal, mais peut-être que c'est un point à creuser un petit peu plus. Oui, alors là, bon, est-ce qu'on peut transmettre ces crypto-monnaies actifs en héritage en France? Ça fait partie du patrimoine. Hein, Oui, là, pour le oui, oui. moment, c'est l'IFI, c'est pas l'ISF, mais s'il y a retour de l'ISF, ça rentre dedans. Hein. Tout à fait, on peut les transmettre et ils sont effectivement soumis à droit de mutation, donc droit de succession, droit de donation, le cas échéant, puisque ce sont des actifs en fait. Ils sont considérés comme des biens. Alors, faute de qualification particulière, des biens meubles, enfin des actifs numériques au sens du code monétaire et financier, mais en droit des biens, ce sera peut-être probablement plutôt des biens meubles. Il y a deux questions, peut-être qu'on y reviendra. Question classique sur est-ce que la valorisation impressionnante des crypto-monnaies illustrée par le Bitcoin est une bulle comme on en a vu sur les produits dérivés. Et Oui. question annexe, quelle est la méthode de valorisation de ces actifs? Alors, merci. Je vais en parler rapidement et puis on pourra peut-être en parler plus en détail à la fin de la présentation parce que je pense que c'est un point dont on pourrait parler très longtemps. Effectivement, alors, d'abord, peut-être en préambule, dire que je dirais ça dépend du cryptoactif, hein, puisque évidemment, un cryptoactif comme un NFT qui représente une œuvre d'art, on va peut-être essayer de le valoriser comme une œuvre d'art. Un NFT qui représente un titre financier, pareil, etc. etc. Je pense que la difficulté, elle vient surtout quand on arrive sur des cryptoactifs, notamment les cryptoactifs natifs, comme le Bitcoin, l'Ether, le Tezos, etc.,
qui, en fait, ne se raccrochent pas à des catégories traditionnelles, ne représentent pas quelque chose auquel, finalement, on peut retrouver ses repères, sur lesquels on peut retrouver ses repères. Alors, effectivement, on dit souvent que les cryptoactifs, ils sont valorisés que par l'offre et la demande. Bon, je trouve que quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que c'est le cas finalement de tous les actifs qui sont mis sur un marché. Maintenant, la question, c'est comment la demande se structure-t-elle et comment l'offre se structure-t-elle autour d'un prix. Et là, ce qu'on constate, alors sans vouloir, ce n'est pas ma formation, hein, donc je vais éviter de rentrer trop dans le détail, mais ce qu'on constate historiquement, c'est qu'on est sur une valorisation qui se rapproche des valorisations de commodities, de matières premières, mais de matières premières un petit peu particulières. On est un peu sur des tendances de fond qui sont liées à des tendances de marché long terme et qui se rapprochent du coup peut-être d'une valorisation d'un actif comme l'or. Puisqu'on a des tendances de marché qui sont liées à des contextes macroéconomiques assez importants et qui peuvent changer. Enfin, on a des tendances qui peuvent durer des mois et puis qui d'un coup vont changer, qui vont partir à la baisse et puis qui vont rebaisser pendant des mois, etc., etc. Donc, on a une valorisation très macro. Et puis, on a quand même une caractéristique particulière qui est que l'actif est très jeune, avec une demande qui en fait est en augmentation exponentielle. C'est-à-dire que sur les derniers cycles de marché, on multiplie à chaque fois par 10, par 100 les nombres de personnes intéressées par les cryptoactifs. Et puis là, on rentre aussi dans une phase de marché où on sort des cercles qui étaient plutôt des particuliers intéressés par des investissements risqués, etc. On arrive dans l'institutionnel avec des volumes qui sont évidemment comparables et puis surtout un intérêt long terme qui n'est plus du tout le même. Donc on a des fondamentaux de valorisation qui changent et qui changent à chaque cycle de marché. Donc c'est très difficile de donner des règles précises. Nous, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, c'est une tendance qu'on observe depuis il y a quelques mois maintenant, mais quasiment un an. On est sur une tendance à la hausse parce qu'on a un changement de perception globale, on a un marché qui grossit, et donc une demande qui, alors que ce soit la cause ou la conséquence, c'est toujours compliqué, mais en tout cas une demande qui augmente, et qui vient évidemment confrontée à une offre qui n'a pas changé de façon fondamentale, vient augmenter le prix par la rencontre de l'offre et de la demande, bien sûr. Voilà, en quelques mots, et je serais ravi de poursuivre plus tard sur le sujet. Alors, il y a plusieurs questions, je ne sais pas si tu veux les traiter maintenant, qui ont trait finalement à la double utilisation de ces cryptoactifs qui ont une utilité, enfin, qui sont considérés comme des actifs, imposés en plus-value comme tels. Pour la question sur la voiture, bah, bien sûr, si tu achètes à 10 euros puis que tu le revends à 50, bah, tu as fait 40 de gains et normalement c'est imposé. Mais ils ont à la fois une dimension active et en même temps une dimension monnaie, puisqu'on peut payer avec. Et une des questions, c'est, mais il n'y a pas d'actif derrière. Donc ce côté extrême crypto, enfin ce côté virtuel, interroge là dans plusieurs questions Oui. émergent de ça. Alors, très, très intéressant. Je pense que c'est là que, en fait, c'est vraiment la clé. Alors, je vais dire de la compréhension, mais après, on peut ne pas être d'accord, bien sûr, et ne pas vouloir rentrer dans cette logique. Mais juste pour expliquer un petit peu la façon dont le secteur voit ses actifs. Donc, je vois effectivement un certain nombre de questions qui disent il n'y a pas d'actifs derrière. Quelle est la garantie de valeur? Voilà. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'actif, c'est l'actif numérique. Demander qu'il y a un actif derrière, ce serait comme demander qu'est-ce qu'il y a derrière l'or. Derrière l'or, il n'y a rien. C'est l'or, il est là, c'est l'objet. Et en l'occurrence, le Bitcoin, c'est ça. Il n'y a pas à se demander qu'est-ce qu'il y a derrière le Bitcoin, puisque le Bitcoin en lui-même est l'actif. Maintenant, la question, c'est, conceptuellement, on est sur un changement un peu de paradigme assez fort, puisque on est en train de considérer que quelque chose qui est purement immatériel, enfin qu'on appelle immatériel, même si bien sûr tout ça est matérialisé dans des bases de données, mais qui est purement numérique, est un actif. Et c'est ça vraiment le saut conceptuel. Parce que la technologie blockchain a permis de faire exister des actifs purement numériques.
Et à partir du moment où on accepte ce saut conceptuel et que donc on considère le Bitcoin comme l'actif, on comprend un peu mieux ce que ça signifie en termes voilà, de concept, parce que c'est l'actif lui-même. Alors, bien sûr, je vois une nouvelle question qui vient rebondir là-dessus. Derrière l'or, il y a des lingots. Derrière le numérique, il n'y a rien. Alors, non. Derrière le numérique, il y a l'inscription dans la blockchain qui vient dire « vous avez un Bitcoin ». C'est ça l'équivalent du lingot, si vous voulez. Et donc, la conceptualisation est purement numérique. C'est une inscription dans une base de données. Mais ce qui donne un peu cette valeur, parce que évidemment tout le monde peut écrire j'ai un Bitcoin sur un bout de papier, ça ne va pas lui donner particulièrement de valeur. Ce qui fait la valeur, c'est le support sur lequel est enregistré ces actifs. Et ce que je disais plus tôt, c'est qu'il lui donne des caractéristiques particulières. Donc on a un actif numérique, mais qui se comporte comme un actif physique, qui est appréhendable, qui est unique, qui ne peut pas être dupliqué, qui ne peut pas qui ne peut être transmis que par son propriétaire, qui peut être mis en garantie, en fait, qui se comporte réellement sur le plan fonctionnel hein, comme un actif physique. Et c'est ça vraiment la révolution de l'actif numérique. Donc, je dirais que pour commencer à comprendre la valeur des cryptoactifs, il faut vraiment passer un peu ce cap. Alors évidemment, si on le souhaite, hein, mais voilà, si on est dans cette démarche, c'est vraiment ce saut conceptuel qu'il faut faire et de commencer à considérer une représentation numérique comme quelque chose qui peut être aussi tangible, si on veut, qu'un actif physique. On Voilà. ne peut Et pas, ça, on peut pas en faire un collier, on peut pas en faire un collier des boucles d'oreilles, c'est quand même non. embêtant. Mais juste je voudrais quand même peut-être évacuer quelque chose de très matériel. Il faut le fameux mot de passe. Alors on voit des cas dramatiques où des gens sont multimillionnaires, mais malheureusement ils ont perdu leur mot de passe. Est-ce que tu peux juste nous dire un mot pour Oui. rassurer ceux qui ont envie d'acheter du Bitcoin? Alors, je vais donner un peu le contexte en fait de ces histoires. C'est que le Bitcoin, sa date de naissance, et donc c'est le premier actif numérique, hein, donc la date de naissance des actifs numériques, des cryptoactifs, c'est 2009. Donc on est sur le plan technique sur une technologie qui est encore relativement neuve et relativement peu mature. Donc ça, c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Voilà, les prémices d'Internet, c'est les années 70, et on a eu les activités commerciales en 90-2000. Donc, bon, ça va aller plus vite sur les cryptoactifs parce que l'infrastructure est là. Mais pour autant, les outils de sécurisation, notamment les intermédiaires de confiance régulés qui vont détenir les actifs, ou les outils techniques, logiciels ou matériels, n'étaient pas forcément là, d'ailleurs n'étaient pas là il y a 10 ans, étaient à moitié là il y a 5 ans et commencent vraiment à devenir vraiment pertinents et efficaces aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une industrie qui se structure, des conservateurs qui sont régulés par l'AMF et la CPR. On a des outils, des portefeuilles sur téléphone avec des sauvegardes, multi-signatures, etc. Donc, on a quelque chose qui se développe. Et aujourd'hui, de moins en moins, au jour le jour, on a à gérer sa clé parce qu'effectivement, personne n'a envie de gérer sa clé privée. Parce qu'effectivement, juste pour revenir rapidement là-dessus, si vous avez vos actifs qui sont sécurisés de façon simple par une simple clé privée, si quelqu'un finalement prend possession de cette clé privée, il peut vous voler tous vos cryptoactifs. Donc c'est un point de faiblesse extrêmement fort. Et donc c'est autour de ça qu'on a créé les services de consignation, les portefeuilles multisignatures, donc il faut plusieurs signatures pour développer les actifs, etc., etc. Donc tout ça, ça vient petit à petit apporter, c'est un processus, hein, mais aujourd'hui on arrive à des choses qui mettent suffisamment en confiance justement des entreprises comme Tesla, comme voilà, des entreprises qui ne sont pas nativement crypto, si on veut, et même des acteurs bancaires et financiers, soit de devenir eux-mêmes consignataires, soit de faire appel à des consignataires pour sécuriser leurs actifs ou utiliser des outils en interne, etc. On a d'autres questions, mais je vais peut-être te laisser continuer et on reviendra. Je n'oublie pas les questions qui ont été posées, mais qui sont plutôt dans un autre domaine. Donc, je te laisse continuer.
Oui, bien sûr. Je continue et puis je serai ravi de répondre à toutes les autres questions plus tard. Alors, les tendances marché sur les grandes tendances sur le marché des cryptoactifs. Donc là, on va parler de mots-clés qui vous avez peut-être entendus et peut-être vous avez des questions. Donc, la DeFi, finance décentralisée, les NFT, non-fungible token, et les stablecoins, bien sûr, et les monnaies digitales de banque centrale ou numériques de banque centrale, comme on doit les appeler maintenant, puisque le vocable a changé à la Banque de France. Alors, peut-être parlons simplement en termes de panorama. Bon, slide en anglais, mais je pense que vous allez voir les grandes, les grandes masses. Donc, on a les usages. Alors, aujourd'hui, ça c'est un peu une cartographie de différents cas d'usage. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, je pourrais y passer des heures, mais on a d'un côté les usages que je dirais établis, c'est-à-dire des choses qui existent depuis maintenant quasiment 10 ans et qui se sont développées depuis 10 ans, qui sont en voie de finalisation de réglementation, si on veut, et où on a des acteurs très bien installés, avec des offres très structurées. Voilà, une industrie qui est vraiment en train de devenir une industrie comme les autres. C'est ce qu'on va appeler les usages établis. Et donc là-dedans, on a les protocoles, bien sûr, donc Bitcoin, Ethereum, Tezos, etc., donc ceux que j'ai déjà mentionnés. Les services de marché, donc là, on est sur l'émission primaire, secondaire, la consignation, la conservation, les fonds, la gestion de portefeuille, etc. Donc là, on a ce qu'on appelle en France les prestataires de services sur actifs numériques. À l'Europe, dans le projet qui est en cours d'examen et qui devrait être d'application dans quelques années, les Crypto Asset Service Providers, donc des prestataires de services qui vont vous permettre d'accéder aux cryptoactifs pour les acheter, pour les vendre, pour les conserver, pour les utiliser. On a des solutions de sécurisation, matérielles ou logicielles. Donc Ledger est un gros acteur français qui est dans ce business. On a la donnée, donc la création, traitement de données de marché, hein, à l'image de ce que fait Bloomberg. Là aussi, Kaiko est un acteur français majeur. Et puis, on a le mining, le staking, qui est le processus par lequel les réseaux de blockchain publics sont maintenus et donc dont la façon dans laquelle les nouvelles transactions sont rajoutées au support blockchain public. Et donc, finalement, ce qui permet à ce que quand vous envoyez une transaction à quelqu'un, elle soit bien traitée par le réseau et elle soit bien enregistrée. Donc tout ça, c'est ce qui fait vraiment la base du marché des cryptoactifs, ce qui est très très développé dans le monde entier. On a quelques bons acteurs en Europe. Et donc je dirais que c'est cette phase-là qui est vraiment en phase, ce secteur-là qui est vraiment en phase d'institutionnalisation avancée. Et puis, on a les usages émergents. Et là, je reviens un peu sur ce que je vous disais autour des smart contracts. Ce sont des usages qui utilisent à fond les capacités des smart contracts en général et qui font des cas d'usage vraiment innovants avec une composante automatisée peut-être un peu plus forte, qui vont créer des échanges automatisés, des prêts automatisés, des créations d'actifs uniques, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail à nouveau, mais c'est pour vous dire que c'est là qu'on voit les grandes tendances de développement du marché. Et c'est là qu'on voit aussi le futur finalement de ces usages. Donc, on a une croissance qui est beaucoup plus forte dans les usages émergents que dans les usages établis aujourd'hui. Et bien, même si on reste en termes de valeur, bien sûr, microscopique par rapport aux usages établis, mais on est sur un peu ce qui est la deuxième vague d'innovation blockchain, si on doit donner un peu des grandes caractéristiques. Elle se trouve sur ces services-là qui sont encore radicalement nouveaux, ce qui signifie aussi que c'est là que se trouve l'essentiel des risques, l'absence un peu complète de réglementation, puisqu'on est sur des cas d'usage qui ne rentrent pas dans les cases, là, vraiment. Et donc voilà, aussi un certain nombre de craintes qui se concrétisent, qui se matérialisent, notamment autour de la notion de stablecoin. Je vais y venir un peu plus tard. Donc ça, c'est peut-être pour vous donner un peu un panorama. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des fondamentaux sur le côté, c'était un peu des briques. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Et bien sûr, les slides, je pourrais les transmettre à l'issue de cette intervention. Je reviens du coup sur les trois mots-clés que j'avais mentionnés au départ. Donc, DeFi, finance décentralisée. Donc, la DeFi, c'est une forme de système financier alternatif qui est basé exclusivement ou quasi exclusivement sur des blockchains publics et des cryptoactifs.
en marge du système traditionnel. Donc, ça s'est vraiment construit sur la couche cryptoactive, si on veut. C'est quelque chose qui s'est construit vraiment en parallèle du système financier traditionnel sur la couche native cryptoactive qui a été créée en première phase. Cette DeFi est également qualifiée de finance ouverte. Donc, pourquoi ouverte? Parce que l'objectif une des grandes caractéristiques de la finance décentralisée, c'est qu'à l'image des réseaux sur lesquels elle est déployée, les cas d'usage sont accessibles à tous, sans contrôle à l'entrée ou à la sortie, et ils sont du coup, par nature, interopérables entre eux. C'est-à-dire qu'un cas d'usage peut en appeler un autre pour en créer un troisième. Donc, on a des briques qui se construisent de finance petit à petit et qui, assemblées entre elles, construisent des choses de plus en plus compliquées et qui sont en train de reconstruire, si on veut, un système financier de zéro, en tout cas sur la base des cryptoactifs. On a une hausse exponentielle de la demande sur ces services DeFi, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup ces temps-ci. Donc, le total des actifs sous gestion a dépassé les 40 milliards de dollars aujourd'hui dans les protocoles DeFi. Il y a une importance politique sur la DeFi parce que bien utiliser cette nouvelle finance peut concourir à la compétitivité de l'euro, à la transition numérique surtout de l'économie mondiale. Et finalement, ce sont des systèmes de financement qui peuvent être utilisés dans tous les cas d'usage, donc potentiellement en sortie de crise, nouveaux modèles de financement, etc. Et aujourd'hui, on a une grande question d'arbitrage réglementaire à faire en Europe notamment, entre accompagner l'innovation sur la DeFi, en acceptant les risques que ça implique, puisque encore une fois, c'est très risqué, ou manquer une opportunité, malheureusement, de construire un marché unique des cryptoactifs en Europe. Voilà sur la DeFi. Bon, ça, c'est une slide qui commence à être un peu ancienne maintenant, qui donne un petit panorama. Ça s'est beaucoup développé depuis quelques mois, parce que cette slide a au moins 1 an, mais qui donne un petit peu les grandes briques. Donc, on a de l'assurance, du crédit, des places de marché, des dérivés, des échanges, des investissements. Voilà, donc et des paiements, bien sûr. Toutes ces briques qui composent aujourd'hui l'infrastructure économique traditionnelle sont reconstruits aujourd'hui sur la blockchain. Peut-être quelque chose à dire là-dessus. Je ne sais pas si j'ai une slide là-dessus. Non. Je voudrais juste pointer qu'on est vraiment sur quelque chose de très, très naissant. Et donc, aujourd'hui, l'objectif final de tout ceci peut paraître un peu difficile à voir. Et même, on peut penser que ça pourrait être que de la spéculation autour de cas d'usage entre cryptoactifs, etc., etc. Et c'est une réaction assez logique. Nous, notre conviction à la DAN, c'est qu'on est en train de construire des briques qui vont permettre le développement de nouveaux cas d'usage qui sont encore assez difficiles en fait à envisager aujourd'hui, tout comme quand on a créé Internet, évidemment, personne n'envisageait de se faire livrer des restaurants étoilés sur Uber Eats, qui étaient des restaurants qui étaient d'ailleurs devenus des restaurants sans salle parce que c'était plus efficace en termes de livraison. Donc, il y a tout un nombre d'évolutions techniques qui ont été nécessaires pour arriver de la création d'Internet à ce cas d'usage très complexe. Et je pense qu'on est aujourd'hui, dans le monde des cryptoactifs, à une des toutes premières phases du développement de ce secteur. Et donc, on est en train de reconstruire, avec de nouvelles briques, avec de nouveaux usages, un monde financier donc, complexe qui va peut-être, à terme, encore une fois, c'est de la prospective, donner lieu à des cas d'usage nouveaux, radicalement nouveaux. On voit quelques indices de ça sur la façon dont les échanges sont gérés, la façon dont les risques sont gérés sur les cryptoactifs qui sont assez intéressants. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait un sujet à part entière. Mais en tout cas, on est au niveau prospectif sur quelque chose d'assez prometteur. Voilà pour la DeFi. Les NFT, NFTs, je vais passer rapidement parce que finalement, c'est assez simple. J'ai déjà expliqué le concept d'origine qui est simplement de créer un actif qui n'est pas fongible. C'est-à-dire qu'un actif n'en est pas un autre. Là, dans la slide, c'est l'illustration, c'est notamment le cas d'usage Sorare, qui est une société française qui émet des cartes à collectionner qui représentent des joueurs de football professionnels.
et vous pouvez acheter ces cartes à collectionner sous forme de NFT, ce qui vous donne un droit de propriété en fait sur la carte. Vous pouvez la revendre ensuite sur un marché secondaire si vous le souhaitez, mais aussi ce qui permet à d'autres sociétés que Sorare de créer des cas d'usage qui utilisent ces NFT, puisque encore une fois, ils sont portables, bien sûr, ils sont sur des réseaux publics, qui utilisent ces NFT pour créer un nouveau cas d'usage. Ça a été le cas notamment sur Sorare, c'est un bon exemple, puisque Ubisoft, la société de jeux vidéo, a créé un jeu qui utilise les tokens de Sorare pour faire rentrer des joueurs dans le jeu. Enfin voilà, donc on commence à voir quelque chose se créer autour aussi des NFT en termes de briques et d'interopérabilité entre les cas d'usage. Vous avez d'ailleurs dû entendre parler des NFT, puisqu'on en parle beaucoup à la télé ces temps-ci, avec quelques ventes un peu extraordinaires, notamment un NFT qui s'est vendu à plus de 50 millions pardon, à quasiment 70 millions de dollars, qui représente une œuvre d'art qui a été vendue par Christie's. Voilà, d'ailleurs, on a un certain nombre de titres de presse. Je vais passer là-dessus, puisque je vois que le temps passe, qu'on puisse passer sur les questions. Alors, peut-être quand même un dernier focus, enfin, oui, ce sera, je pense, le dernier focus important sur les stablecoins. Donc ça, c'est un grand sujet qui est lié en fait au support de valeur sur blockchain et aussi à la problématique paiement. Parce que ce qu'on constate en termes d'usage, on parle parfois des cryptoactifs en termes de paiement, mais en fait, les cryptoactifs sont assez peu utilisés en termes de paiement. Pour une raison très simple, c'est que leur valeur, comme on l'a vu, elle est assez variable et surtout, elle n'est pas forcément liée à un cycle économique particulier, au contexte géopolitique. Enfin, voilà, vous pouvez très bien avoir des cryptoactifs qui baissent en valeur alors que vous avez une inflation. Enfin, il n'y a pas forcément de lien cohérent entre la valeur du cryptoactif et finalement l'activité économique dans laquelle, surtout de la zone dans laquelle vous êtes, puisque par nature, ces actifs sont mondiaux. Donc, quand vous êtes en Europe, a priori, vous êtes habitué à en payer en euros, et donc une des solutions simples, c'est de dire on va représenter, par l'émission d'un nouveau token, d'un nouveau jeton, d'un nouvel actif numérique, 1 euro sur la blockchain, sur le support public sur lequel tous ces cas d'usage sont développés. Ça, c'est une idée qui est vraiment assez ancienne, en l'occurrence plutôt réalisée pour l'instant aux États-Unis. On a à peu près 99,9% des stablecoins qui sont des dollars, des représentations de dollars sur blockchain. Mais c'est quelque chose qui est en explosion là en ce moment. Donc on a plus de 100 milliards maintenant de dollars représentés sur les blockchains publiques. Et ils sont beaucoup utilisés dans la finance décentralisée, pour les NFT, etc. Donc tout ça, c'est interopérable et fonctionne entre eux. On a eu un beau projet d'ailleurs en France qui a été lancé récemment, qui s'appelle LUG, en collaboration avec plusieurs acteurs du monde des cryptoactifs et plusieurs acteurs bancaires. Donc ça, c'est un développement très intéressant pour émettre un stablecoin euro sur la blockchain Tezos. Alors, ce n'est pas encore complètement déployé. Pour l'instant, c'est que chez un acteur cryptoactif, mais voilà, c'est un projet peut-être à surveiller. Et ce qu'on voit en fait autour de ces réseaux de paiement, de stockage de valeur en monnaie légale qui se développent sur Internet, c'est que d'une part, ça a fait un peu accélérer les banques centrales sur leurs projets de monnaie digitale, et d'autre part, ça questionne les acteurs financiers traditionnels sur finalement doivent-ils eux-mêmes se mettre à émettre des stablecoins, etc., etc. On a notamment aux États-Unis le régulateur des banques qui a émis une recommandation en janvier pour indiquer que les banques américaines, leur métier était notamment la conservation et les paiements en monnaie. La nature de leur métier était quand même de faire de la conservation et du paiement en monnaie fiduciaire, en monnaie commerciale, pardon, que les stablecoins étaient une nouvelle forme de monnaie commerciale et que donc ils avaient le droit d'en émettre, en gérer, de faire des settlements de paiement directement sur la blockchain, etc., etc. Et là-dessus, on a d'ailleurs une annonce très importante aujourd'hui de Visa qui a indiqué faire du settlement de transactions avec une banque, un établissement financier américain, directement en stablecoin sur la blockchain Ethereum. Donc on a vraiment les acteurs financiers américains qui sont focus sur le développement de ces stablecoins et sur l'utilisation en fait des blockchains publiques sur lesquelles existent déjà Ethereum, etc., et Tezos, etc.,
dans les paiements et dans finalement leur activité traditionnelle, en utilisant les stablecoins. Voilà, alors il y a quand même en Europe une approche plutôt défensive sur ces stablecoins. Je crois que... ah oui, alors ça c'est juste peut-être une slide pour montrer la croissance des volumes, hein, donc je ne vais pas rester dans le détail, mais vous voyez que tout ça monte très vite. Et puis, oui, alors cette slide, c'est pour justement faire un parallèle avec les autres initiatives, si on veut, qui sont pas des choses qui existent déjà, mais qui sont des cas d'usage dont on parle beaucoup et qui viennent un peu alors pas forcément en confrontation, mais en tout cas qui sont des propositions de valeur alternatives à ce qui existe déjà sur les blockchains publiques aujourd'hui. Donc la fameuse Global Currency de Diem, Libra, enfin le projet de Facebook. Donc l'idée d'avoir un actif qui soit composé de plusieurs monnaies fiduciaires différentes pour assurer une stabilité entre plusieurs pays du monde, ce qui est un projet un peu ambitieux. Les monnaies de banque centrale de gros, monnaies digitales de banque centrale de gros, donc entre établissements bancaires et la banque centrale, et puis les monnaies numériques de banque centrale de détail, donc qui est plutôt l'approche qu'a pris la Chine pour l'instant, donc d'émettre directement aux citoyens de la monnaie sous le contrôle de la banque centrale. Tous ces projets, en fait, aujourd'hui, sont parfois un peu confus et on confond en fait leurs approches et leurs logiques. Aujourd'hui, on voit une spécialisation peut-être par zone géographique. Les États-Unis, alors la Fed a récemment indiqué qu'ils étaient plutôt pour l'émission du monnaie numérique de banque centrale qui serait pour tous, donc à la fois pour les banques et pour le privé, et avec une vision plutôt de complémentarité avec les stablecoins privés dont on a parlé, qui existent déjà, qui sont d'ailleurs régulés du coup maintenant par le CC et notamment par la FinCEN, le gendarme financier américain. En Europe, on est plutôt sur une approche monnaie numérique de banque centrale de gros, enfin plutôt on était, puisque les dernières communications de la BCE, il faudrait mettre à jour la slide, laissent entendre qu'il y a aussi des projets de réflexion autour d'une monnaie numérique retail, et donc peut-être aussi une general purpose. En tout cas, ce sont des projets sur lesquels la Banque centrale souhaite avancer, avec par contre une vision, une communication publique, en tout cas à la fois des ministères des Finances de la zone euro et de la Banque centrale européenne, très hostile vis-à-vis des projets privés d'émission de stablecoin. Et puis, on a la Chine qui est encore sur un autre plan, puisque eux émettent une monnaie numérique de banque centrale retail en expérimentation aujourd'hui, avec un objectif plutôt de contrôle et de lutte contre les fraudes. Et donc, c'est directement, ça n'utilise pas d'ailleurs de technologie blockchain, vous ouvrez un portefeuille directement auprès de la banque centrale, qui du coup a le contrôle entier sur vos finances et vos transactions, ce qui n'est pas forcément, en tout cas, ce qu'on souhaite pour les libertés individuelles en Europe et en France en particulier. Voilà, ensuite se pose la question évidemment, est-ce qu'il faut créer un réseau, est-ce qu'il faut utiliser les réseaux existants, les réseaux publics comme les stablecoins existants, ou faut-il créer un réseau privé? Et est-ce qu'on est plutôt sur la coexistence avec les cas d'usage privés ou une interdiction des cas d'usage privés? Tout ça sont des questions encore ouvertes. On a des signaux divers et variés, mais les banques centrales, il n'y a aucune banque centrale aujourd'hui qui a finalisé son projet de monnaie numérique de banque centrale. Voilà, alors encore une fois, évidemment, je l'ai déjà un peu évoqué, mais les États-Unis ont pris de l'avance, mais encore, ce qui est assez logique, hein, parce qu'ils ont pris de l'avance sur les blockchains publics, ils ont pris de l'avance sur les cryptoactifs, les stablecoins étant déployés sur des réseaux blockchain publics et une infrastructure qu'il faut connaître, évidemment, avant de pouvoir envisager des cas d'usage. Voilà, c'est un degré de connaissance qui se rajoute. Et donc, comme nous, on a un ou deux cycles de marché, je dirais, ou de développement en retard, on n'a aucun acteur financier aujourd'hui qui envisage de créer un stablecoin aussi ambitieux que ceux qui existent aujourd'hui sur les blockchains publiques. Mais du coup, évidemment, le régulateur aussi est plus en avance. Les établissements comme Visa, etc., Mastercard sont en train de créer des cas d'usage concrets de paiement avec des stablecoins, etc., etc. Donc, il y a une grosse avance là aussi industrielle américaine qu'on espère qu'on va rattraper, ou à minima qu'on va trouver une solution pour rentrer dans ce marché aussi. Voilà pour la présentation des grandes tendances, donc stablecoin, DeFi, NFTs.
Je vais peut-être conclure tout de suite et puis on ira sur les questions. La conclusion va être assez rapide. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'a priori, l'institutionnalisation des cryptoactifs devrait se poursuivre. L'encadrement réglementaire continue. Alors, il pourrait y avoir une surréaction si jamais le marché devrait se développer trop vite. Donc là, on a peut-être un peu de crainte, notamment par rapport à une vision qui serait exclusivement portée sur les risques, à laquelle l'Europe est malheureusement plutôt habituée. On pourrait avoir des structures sur blockchain qui pourraient bénéficier d'une reconnaissance légale. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, si vous intéresse, on peut en parler. Les actions judiciaires contre les projets illicites ou en défaut de conformité devraient contribuer à assainir le marché, parce qu'il faut quand même le dire. Donc, ces réseaux, je ne l'ai pas dit, ces réseaux sont complètement ouverts et donc il y a des cas d'usage très intéressants, mais il y a aussi évidemment, encore une fois, comme dans tous les réseaux ouverts, des usages illicites qui se développent. Et donc, la réglementation du marché, le contrôle sur le marché, la surveillance des acteurs sont des choses qu'on souhaite et qui doivent se développer pour contribuer petit à petit à assainir le marché. C'est déjà le cas, c'est déjà un processus bien enclenché, puisque aujourd'hui, on est passé, d'après les derniers rapports, les dernières informations disponibles, à moins de 1% de transactions illicites réalisées en utilisant les cryptoactifs. Une baisse très significative sur les 5 dernières années, puisqu'on était autour de 4-5% il y a encore quelques années, et encore beaucoup plus, évidemment, au début du Bitcoin. Donc là-dessus, on a un assainissement aussi des usages qui est accompagné qui accompagne cette institutionnalisation. C'est assez logique. On a une interconnexion entre le monde traditionnel et l'industrie des actifs numériques qui devrait s'intensifier. Nous, notre vision à long terme, c'est bien sûr une fusion, en fait. C'est-à-dire que les cryptoactifs devraient, à terme, être traités par l'industrie financière traditionnelle. Ce n'est jamais qu'une nouvelle catégorie d'actifs. Et l'industrie financière a vocation à s'emparer de ces nouveaux actifs. Donc, l'industrie cryptoactive, à moyen terme, l'industrie des cryptoactifs devrait croître rapidement en taille et en visibilité. Ça, c'est ce qu'on voit dans les grandes tendances moyen terme, avec bien sûr la limite de l'assainissement du marché. Et puis, l'industrie traditionnelle, on l'espère, va commencer à embrasser le marché des cryptoactifs en Europe aussi, où on a aussi là un retard quand même et une grande méfiance des acteurs traditionnels sur les secteurs qui persistent. Et puis, bien sûr, les marchés d'innovation devraient continuer leur ascension. Donc, on a beaucoup d'innovations techniques qui doivent être déployées cette année, notamment, pour augmenter le nombre de transactions par seconde, baisser la consommation énergétique des blockchains, ça c'est un gros sujet aussi, créer des solutions de paiement, etc. Bien sûr, on en parlera dans les questions. Et puis, les applications donc dites décentralisées devraient continuer à se développer dans les juridictions les plus favorables, en tout cas celles qui n'auront pas interdit ces cas d'usage, puisque c'est toujours possible. Voilà pour la présentation. Ah oui, alors peut-être une dernière slide sur l'Europe. Bon, je crois que j'ai déjà dit l'essentiel. C'était juste pour alerter, et ça c'est plutôt une slide à destination d'un public qui s'intéresserait sur les aspects politiques du sujet. Aujourd'hui, l'approche sur la réglementation, elle est quand même essentiellement défensive. C'est-à-dire interdire les projets américains, enfin étrangers et donc américains d'arriver sur le territoire et paralyser un peu l'innovation en ayant une approche purement par les risques, parce qu'on peut difficilement innover dans un secteur, notamment comme la finance, sans prendre de risques. Et une concurrence forte qui existe déjà à l'étranger. Donc ça, c'est des signaux un peu compliqués. On espère que l'Europe, ses institutions, mais aussi ses acteurs privés, et notamment l'industrie financière, va être plus offensif sur les sujets pour saisir les opportunités associées à ces évolutions de marché. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'ai beaucoup parlé, donc maintenant je vais regarder un peu les différentes questions. Voilà. Oui, alors il y a une question qui revient un petit peu, qui est, mais diantre, moi j'ai confiance dans ma banque, pourquoi faudrait-il se passer de tiers de confiance? Surtout que finalement, quand à la fin de ton exposé, tu dis à charge pour les banques et les institutions financières de s'emparer de ces
outils et de les traiter comme n'importe quel actif. Donc il y a cette interrogation sur est-ce que c'est disruptif complètement, un peu en opposition au système, avec une volonté de casser le système. On dit d'ailleurs que la Chine achète beaucoup de Bitcoin et certains milieux considèrent qu'il y a une action concertée pour détruire le système monétaire occidental. Et puis, d'un autre côté, euh, euh, on se dit que, comme tu l'as conclu, tu l'as dit à la fin, bah, mon Dieu, c'est un actif et on peut l'intégrer dans la panoplie des produits avec les smart contracts, etc., que l'on gère. Où est la contradiction finalement entre ce point de départ qui est une défiance contre le système et de créer une confiance numérique à la place du tiers de confiance, et puis finalement la récupération souhaitée d'une certaine manière par le système pour intégrer ces nouveaux outils. Alors, il y a beaucoup de questions sur cette question, c'est extrêmement intéressant. Alors, je pense qu'effectivement, peut-être replacer dans un contexte historique, les cryptoactifs se sont construits en opposition, effectivement, ou à minima en parallèle du système financier traditionnel. Il y a une méfiance, c'est né d'une défiance qui existe hein, dans la population générale, qui n'est peut-être pas partagée par tous, mais en tout cas une défiance à l'égard des institutions, notamment des nouvelles générations, des générations un peu techno-natives, autour des institutions existantes. Donc il y a voilà, le mouvement d'origine, il y a aussi cette défiance, mais je dirais que, et d'ailleurs, ça c'est matérialisé, notamment la création de Bitcoin. Dans le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin, il y a une référence qui a été insérée à une du Times qui indiquait, grosso modo, que le ministère des Finances anglais était sur le point de sauver les banques de la faillite. C'était lors de la crise de 2008. Donc, c'était déjà un message politique. Il y avait un message politique qui était dans le Bitcoin en particulier et qui est un peu qu'on appelle crypto-anarchisme ou voilà, qui est un peu une logique assez proche en fait des pionniers d'Internet qui étaient déjà dans une méfiance des institutions, dans des idéaux de partage de connaissances sans limite, sans contrôle, sans régulation évidemment, et qui, l'histoire d'Internet à ses débuts, c'est vraiment des communautés de hackers qui construisent un réseau d'échange d'informations alternatifs, avec des piratages de logiciels, des images illégales. Enfin bon. Donc, on retrouve un peu cet esprit hein, dans les cryptoactifs. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre justement de ce qui s'est passé avec Internet sur les cryptoactifs. C'est-à-dire que d'une technologie assez marginale et à objectif politique très fort et très déterminé, on est aujourd'hui sur plutôt une approche fonctionnelle, c'est-à-dire très pragmatique. On a des actifs numériques qui ont été inventés, qui ont des caractéristiques vraiment fonctionnelles, pratiques, qui leur permettent de réaliser des choses que ne font pas les actifs financiers traditionnels. Hein. Donc, on parlait des smart contracts, mais c'est vraiment là-dessus qu'est vraiment le potentiel long terme de ces actifs. De façon générale, cette capacité de reposséder la monnaie, hein, ce qui est quand même quelque chose qui, depuis que l'usage du cash c'est un peu réduit, en fait, on ne possède plus vraiment sa monnaie, on possède un crédit sur la banque, quoi. Donc c'est un retour un peu à cette espèce de possession, qui est d'ailleurs un peu contradictoire avec tous les développements récents où on dit qu'on va être dans une société de services, etc. Mais voilà, c'est un autre mouvement qui apporte d'autres valeurs. Après, évidemment, on peut y adhérer ou pas. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que avec un prisme qui est de plus en plus débarrassé je dirais, de l'empreinte idéologique de ses origines, commence à être traité vraiment tel quel, comme un actif à part entière. Et donc, j'en viens du coup à cette notion finalement d'opposition avec les banques. Cette opposition, aujourd'hui, elle a de moins en moins de sens,
parce que cet actif est en train de se normaliser, de devenir quelque chose qui est pris pour ses fonctions et pas pour son historique, et qui est défendu. Et voilà, moi, je suis un bon exemple de ça, puisque moi, je ne suis pas tout à fait crypto-anarchiste à l'origine. Je suis arrivé dans le secteur il y a 6 ans, 6 ou 7 ans maintenant. Et ce qui m'a vraiment intéressé et passionné, ça a été les smart contracts, l'exécution automatique de transactions sur la base de valeurs qui peuvent finalement bouger selon des conditions particulières, selon des cas d'usage complexes, sans l'intervention d'un tiers. Et donc, finalement, alors, il y a quand même une notion où chacun peut créer son cas. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'un peu radicalement nouveau, hein, surtout dans un univers comme la finance, où la réglementation, par essence, est une barrière à l'entrée fondamentale qui empêche de créer des choses radicalement nouvelles. Donc ça, c'est peut-être le côté un peu encore très disruptif, hein. C'est aujourd'hui, la plupart des cas d'usage cryptoactifs sont à la limite de l'illégalité, voire franchement illégaux, si on regarde la réglementation financière. Mais par contre, on est vraiment sur des cas d'usage qui rapprochent de plus en plus les actifs numériques de leurs frères, sœurs existants, les autres actifs financiers, en termes d'usage et en termes d'acteurs. Et donc, à terme, on devrait arriver, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, bien sûr, mais à une fusion de ces deux mondes, puisque, voilà, encore une fois, les cryptoactifs, c'est vraiment une innovation radicale sur le secteur de la valeur, là où Internet était une innovation radicale sur le secteur de l'information. Alors évidemment, quand Internet est arrivé, euh, les journaux n'étaient pas très contents. Voilà, disons que tous ceux qui finalement avaient un business model lié à l'ancien fonctionnement de la représentation de l'information ont dû s'adapter, parfois dans la douleur, hein. On pense à tout ce qui s'est passé autour du piratage des œuvres musicales et vidéo, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu complètement marginal et qui finalement a été récupéré aussi par l'industrie des contenus habituels et par des nouveaux acteurs qui ont su voir avant les autres où était le potentiel. Je pense qu'on va vraiment avoir quelque chose de similaire aujourd'hui dans le monde de la finance, avec des acteurs financiers qui vont s'adapter, qui vont aller voir ces nouveaux cas d'usage et construire sur ces cas d'usage, et puis ceux qui vont refuser de voir et qui vont probablement avoir les prochaines années un peu difficiles. Comme nous sommes chez les experts et qu'on est un peu obsédé par les risques, puisque c'est notre métier de les évaluer et c'est notre matière première, on en vit. La première chose, moi, que j'avais fait quand je me suis intéressée au blockchain, qu'on a fait que j'ai fait la première conférence à l'époque, c'était en présentiel, comme on dit, c'était en 2016 sur blockchain. La première chose que j'ai fait, c'est de faire venir un chercheur pour qu'il nous explique pourquoi c'était réellement sûr, pourquoi la méthode de crypto qui était derrière nous permettait qu'il n'y ait pas de collision et que la technologie assurait l'unicité. Et alors, à cet égard, et également, il y a ce problème de la majorité, etc. Enfin, c'est pas une majorité, mais il faut qu'il y ait quand même une certaine dispersion des acteurs. Donc, on a l'impression, enfin, des détenteurs. Donc, on a l'impression que, par exemple, pour Bitcoin, le nombre, le volume atteint permet de l'assurer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Chine, la question est posée dans le chat, est-ce que la Chine domine? Est-ce que le minage qu'il peut y avoir à la Chine domine? C'est une question un peu différente. Et dernière question sur la sécurité. Quid de la sécurité de ce niveau de cryptographie, de chiffrement, par rapport à la montée en puissance possible du quantique et de cette guerre de vitesse qu'il peut y avoir entre le chiffrement et le développement de l'informatique quantique. Donc, quels sont les risques technologiques
On n'en parle plus maintenant, hein, on voit les cours monter, on ne parle plus des risques technologiques. Est-ce que la technologie, elle est si sûre que ça? Et dernier point, est-ce que les intermédiaires qui viennent forcément, parce qu'on a besoin d'intermédiaires, donc les plateformes, les machins, etc., est-ce qu'eux, ils ne sont pas comme tout un chacun, vulnérables aux cyber-risques? Et donc, est-ce qu'on ne peut pas en plus rajouter ce risque technologique au risque de la technologie blockchain? Alors oui, en général, oui, il y a des risques. Alors, je dirais que comme dans toute activité économique, les risques existent. La question, c'est de savoir bien les évaluer et, le cas échéant, les assurer. Ça, c'est peut-être en introduction, et je pense que ça se fait de plus en plus, enfin ça se fait de plus en plus d'ailleurs, à l'occasion notamment de la réglementation du secteur. Mais je vais répondre un peu dans l'ordre aux différents points posés. Donc, j'ai noté d'abord la sécurité du réseau lui-même, notamment risque d'attaque et les volumes des... Enfin, est-ce que le Bitcoin, est-ce que Ether, Tezos, etc., les grandes blockchains sont suffisamment sécurisés en termes de technique? Alors, sur ce point-là, de façon générale, bon, évidemment, il n'y a pas de réponse absolue, mais ce sont des réseaux, notamment Bitcoin qui existe depuis 2009, Ethereum qui existe depuis 2015, Tezos depuis 2017, etc. Donc, qui ont une certaine ancienneté, mais surtout qui ont une caractéristique particulière, c'est que si vous avez trouvé un moyen de pirater la blockchain Ethereum, Tezos blockchain, Bitcoin, vous pouvez le faire immédiatement. Et vous pouvez gagner de l'argent instantanément en piratant la blockchain. Donc, et énormément d'argent, des milliards de dollars en réalité. Donc, l'incitation économique à l'attaque du réseau est maximale. Donc, le fait que ces réseaux se maintiennent aujourd'hui, malgré cette incitation économique extrêmement forte à les attaquer et à trouver une faille dans le réseau, c'est une démonstration empirique en fait, de la sécurité du réseau. Évidemment, c'est compliqué de la quantifier. Et bien sûr, là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, il y a évidemment un certain nombre de fondamentaux technologiques qui justifient cette démonstration empirique. Mais pour autant, la façon la plus simple de constater que ces réseaux sont sécurisés, c'est qu'ils n'ont jamais été piratés. Alors, je mets un petit astérisque pour dire qu'il y a eu des bugs techniques au départ, notamment sur Bitcoin et aussi sur Ethereum, qui ont été corrigés, bien sûr, au fur et à mesure. Mais on n'a jamais eu d'événements qui ont mis le réseau par terre et qui ont fait perdre de façon substantielle des actifs aux détenteurs. Donc, on est sur un réseau qui est de plus en plus sécurisé par nature, puisque de plus en plus de gens s'y intéressent, de plus en plus de gens peuvent l'attaquer, et la valeur, la récompense de l'attaque est de plus en plus importante avec l'augmentation de la valeur des actifs. Et pourtant, on est toujours sur quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est une démonstration peut-être un peu empirique. Je vais répondre aussi sur le point de la Chine, la dominance du minage, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du minage, et en fait, c'est assez compliqué de répondre à ces questions de façon précise et factuelle, puisque ce sont des réseaux par nature ouverts. Donc, en fait, vous pouvez très bien décider demain de devenir mineur Bitcoin. Vous avez un ordinateur un peu spécialisé à acheter, vous le branchez chez vous, et voilà, vous êtes un mineur, comme en Chine. Et donc, en fait, localiser les endroits où sont les mineurs, leur puissance de calcul, etc., c'est un peu de la divination. On a un certain nombre d'indices, notamment des grands flux d'achats de mineurs, des grandes sociétés industrielles qui sont localisées effectivement en partie en Chine. On estime qu'aujourd'hui encore, il y a à peu près 35 à 40% de la puissance totale de calcul du minage qui est située en Chine. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, hors le cas d'une attaque où là on essaye d'avoir 51% du réseau et finalement de mettre le réseau par terre, hein, ce qui fait disparaître toute la valeur du réseau, le fait de miner ne permet pas en fait de contrôler le réseau. Quand vous minez, vous exécutez les règles qui ont été définies par les créateurs du protocole. Vous n'avez pas de liberté à accepter, refuser certaines transactions, à
créer des transactions qui seraient illégales, etc. Parce que si vous tentez de faire ça, votre transaction, le bloc, enfin, le bloc de données que vous allez envoyer au réseau va être considéré comme illégal. Donc, voilà, encore une fois, en dehors du cas d'usage, enfin, du cas extrêmement radical de l'attaque du réseau qui aurait des conséquences catastrophiques sur l'ensemble du réseau, le fait qu'il y ait une puissance de calcul concentrée dans une zone géographique, ce n'est pas forcément un problème fondamental sur la sécurité du réseau, en tout cas. Et ça, en plus, là, on parle vraiment du minage traditionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles blockchains, j'ai vu en commentaire Sébastien Choucroune parler notamment de Tezos, mais toutes les blockchains modernes, y compris Ethereum, qui est sur un processus de transfert, vont à terme utiliser un nouveau protocole de validation qui est Proof of Stake, qui n'utilise plus le minage par dépense énergétique, mais une forme de validation de transaction avec une mise en gage financière qui vient garantir votre honnêteté. C'est-à-dire que si vous êtes malhonnête, on va vous prélever un certain nombre des fonds que vous avez mis en gage. Si vous êtes honnête, on va vous rémunérer aussi tout ça en crypto-monnaie. Hein. Quand je parle financière, on est sur des crypto-actifs. Donc c'est un processus de validation complètement différent qui, en termes de consommation énergétique, divise par plus de 100. Enfin, on est sur plusieurs ordres de grandeur de consommation énergétique en moins, et surtout qui permet une distribution des validateurs sur le globe qui est complètement incomparable, puisque n'importe qui, pour peu qu'il puisse acheter les cryptoactifs de référence, peut devenir validateur sur le réseau. Donc ça, c'est quelque chose en transition. Mais même sur Bitcoin, aujourd'hui, on peut dire que le risque est quand même très, très faible au niveau technique. Sur le chiffrement et le quantique, très rapidement, avant de clôturer cette question du coup. Ah oui, non, il y a aussi les intermédiaires. Sur le quantique, alors c'est une question un peu presque tarte à la crème sur le sujet, parce que, effectivement, qui dit chiffrement dit faiblesse potentielle au niveau du quantique. On est encore assez loin d'un ordinateur capable aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui, hein, et même de ce qu'on envisage dans les 5 à 10 prochaines années, d'ordinateurs qui seraient capables de craquer même quelque chose d'aussi simple que le chiffrement Bitcoin, qui est un des plus simples utilisés. Donc, on a un risque qui existe, mais concrètement, si un ordinateur quantique est capable de craquer Bitcoin, il y a beaucoup d'autres usages beaucoup plus intéressants à faire de la technologie que de craquer Bitcoin. Et accessoirement, évidemment, Bitcoin peut se mettre à jour pour se protéger contre ces nouvelles attaques. Donc, c'est un peu ambivalent ce sujet-là. Évidemment, il y a toujours un risque technologique hein, sur toutes les technologies, mais on peut dire qu'aujourd'hui, ce risque n'est pas vraiment matérialisé. Et enfin, le dernier point sur les intermédiaires, oui. Là, vraiment, là, pour le coup, il y a un vrai risque qui est extrêmement clair et précis. C'est votre intermédiaire, notamment, vous achetez des bitcoins auprès d'un intermédiaire qui va ensuite assurer la conservation de vos bitcoins ou n'importe quel autre cryptoactif. Évidemment, vous dépendez du niveau de sécurisation de cet intermédiaire, qui a forcément des modalités d'accès qui ressemblent plus à des modalités d'accès traditionnelles, avec des logins, mots de passe, etc. Donc, il faut que lui s'assure de son côté qu'au niveau informatique, il est capable de sécuriser évidemment vos clés, mais surtout d'en sécuriser l'accès. Et donc ça, c'est un vrai métier en tant que tel. Hein. Il y a des prestataires de services spécialisés, il y a des offres spécialisées. Je mentionnais tout à l'heure Ledger, ils ont une offre pour entreprises, hein, donc ils viennent fournir le support technique. Alors, ils ne sont pas conservateurs eux-mêmes, mais ils viennent fournir le support technique pour la conservation. On a des conservateurs professionnels en France qui sont donc régulés auprès de l'AMF en tant que conservateurs de cryptoactifs. Et pour le faire, ils doivent démontrer que justement, ils ont le niveau de sécurité nécessaire et ils reçoivent et ils doivent s'assurer auprès d'un organisme professionnel. Alors, il y a la question de l'énergivore, le caractère énergivore a été abordé par... en fait, d'une certaine manière, Bitcoin est tout à fait atypique dans l'univers. C'est très visible, mais c'est quand même atypique, c'est quand même une valeur spéculative, effectivement très consommatrice d'énergie. Et les autres ont des modèles de blockchain très différents. Ethereum n'a jamais été dans le minage. Alors, enfin, peut-être pas toujours, mais ça fait oui. longtemps qu'ils sont pas aussi consommateurs, quoi.
Alors, Ethereum fait partie de ces blockchains qui ne sont pas encore passées au Proof of Stake. Donc, c'est une blockchain qui aujourd'hui consomme encore beaucoup, hein. Alors, ce n'est pas autant que le Bitcoin parce qu'il y a moins de puissance de calcul déployée sur Ethereum que sur Bitcoin. Mais on est quand même sur une technologie en Proof of Work. C'est aussi le cas d'un grand nombre de blockchains qui ont été créées dans les années 2000 à 2016, je dirais. Donc, ça inclut Litecoin, Monero, etc., etc., qui fonctionnent avec le Proof of Work. Et effectivement, alors là, il y a des motivations à la fois idéologiques et techniques à ces choix. Bitcoin a une approche beaucoup plus conservatrice de ses mises à jour, hein. Donc, toutes les mises à jour de Bitcoin ont toujours été très à la marge, très petites, juste pour corriger des bugs ou rajouter des fonctionnalités très, très précises. Et un changement aussi radical que de passer du Proof of Work au Proof of Stake, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, concrètement, la communauté Bitcoin n'envisage pas du tout. Donc, ce qui effectivement rend l'actif un peu difficile à positionner dans un cadre, dans un portefeuille d'investissement où on aurait une conscience, une composante écologique, évidemment. Voilà. Ça, c'est structurel pour Voilà. Bitcoin. Ça vient de sa C'est gouvernance qui le fige dans un niveau de technologie et à une époque. C'est ça qui est quand même curieux. Ils ont voulu casser le système en se figeant technologiquement et même par gouvernance et par protocole à un instant donné. C'est quand même curieux. Alors, c'est un choix qui a été fait, en tout cas, alors peut-être que tout ça peut évoluer, bien sûr, mais aujourd'hui, effectivement, la communauté autour de Bitcoin est très conservatrice, extrêmement conservatrice, et est devenue... alors, ça s'est concrétisé, grosso modo, autour de la proposition de valeur de l'or numérique, hein. On parle beaucoup de l'or numérique pour le Bitcoin, et donc, qui dit or numérique, dit quelque chose... on reprend un peu tous les codes de l'or, hein. Donc, il faut l'extraire, ça prend de l'énergie, ça bouge pas... et voilà, donc il y a un peu un côté enfin, presque dogmatique, hein, parce que et c'est ce qui différencie aussi les différentes communautés. Vous avez le Bitcoin qui est vraiment très fort dans cette notion de conserver sa proposition de valeur d'aujourd'hui, et puis des communautés qui prennent plus de risques et qui, par nature, avaient vocation à en prendre plus. Donc, évidemment, les blockchains programmables, par nature, ce sont des actifs qui sont plus risqués parce que vous pouvez développer des smart contracts, etc. Et donc, il y a une culture du risque, en tout cas aujourd'hui, qui est plus la même, enfin, qui était peut-être présente, enfin, qui était évidemment présente à l'origine chez Bitcoin, qui est peut-être un peu moins présente aujourd'hui. Alors, il y a plein de questions un peu techniques. Je te propose Sébastien a répondu à certaines dans le chat, mais je te propose quand même de regarder si tu peux balayer un peu quelques questions, parce que là, j'ai essayé de couvrir l'essentiel. Oui, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je vais essayer de parcourir tout ça. Il y a quelques questions en rapport avec l'assurance, j'ai vu, hein, sur est-ce que la DeFi peut avoir un impact sur les assureurs, etc. Alors, il y a des protocoles DeFi d'assurance. Ça existe, c'est très, très préliminaire. Enfin, je veux dire, c'est des cas d'usage qui sont encore assez loin, évidemment, de ce que peut offrir une compagnie d'assurance traditionnelle. Mais il y a une volonté d'un certain nombre d'acteurs des cryptoactifs effectivement de construire aussi cette brique de l'assurance directement en smart contract sur la blockchain, donc avec des smart contracts, etc. En France, on a eu une expérimentation assez tôt, hein, avec AXA qui avait lancé un produit d'assurance qui s'appelait Fitzy, qui était vraiment de l'expérimentation. Bon, ces expérimentations n'existent plus aujourd'hui, mais on a un certain nombre d'acteurs, et notamment il y a un Français qui a lancé un projet, alors il n'est pas en France, mais il est français, qui s'appelle Unslashed Finance, qui est un protocole d'assurance d'autres protocoles de finance décentralisés. Donc, vous pouvez assurer votre position dans un protocole de prêt, par exemple, d'actifs, en achetant une police d'assurance directement sur la blockchain. Oui, mais le problème est lié pour l'assurance à l'assurance paramétrique,
C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'il faut avoir une définition extrêmement applicable de façon numérique simple, sans ambiguïté, sans interprétation juridique, sans risque de contentieux, etc. Et c'est là qu'est la difficulté en assurance d'utiliser ces contrats. Et alors, l'assurance y travaille. Hein. Je signale d'ailleurs à tous nos participants qu'il existe un groupe de travail sur l'assurance paramétrique où nous vous invitons bien sûr à venir parce que c'est un groupe de travail qui est directement lié à la blockchain. Euh, avec une définition précise de ce qui est assuré, que cet indice permettant de savoir ce qui est assuré soit fiable, objectif, durable, etc., etc., à partir de qu'il soit considéré comme une assurance de pouvoir s'y référer, c'est-à-dire que ça rentre dans un cadre juridique d'assurance, tout ça, eh ben on met blockchain derrière, ça va tout seul, on a gagné les frais de gestion, on a gagné les frais d'expertise s'il y en a, etc., etc. Le client est content, il est remboursé tout de suite, tout le monde est content. Ben oui, mais le problème, c'est qu'il faut trouver des standards, il faut se mettre d'accord sur des standards, et puis tout n'est pas... si vous avez un dégât des eaux, je vous mets au défi de faire ça par blockchain. Tout à fait. Alors, effectivement, c'est une question très intéressante parce que sur la blockchain, euh, comment est-ce qu'on peut dire ça? La blockchain, en fait, ne peut pas communiquer avec le monde extérieur. Donc, les informations doivent forcément venir d'une source de confiance quand elles ne sont pas déjà sur la chaîne. Donc, quand vous avez un cas d'usage qui est natif sur la blockchain, ce n'est pas un problème parce que vous pouvez regarder, votre cas d'usage peut directement regarder la blockchain pour déterminer si une action s'est réalisée ou non. Et donc, typiquement, là, je parlais d'un cas d'usage d'assurance de protocole DeFi. Ben, le protocole DeFi, il est lui-même sur la blockchain. Donc, savoir si l'opération s'est réalisée ou non, c'est très facile, il suffit de regarder la transaction. Évidemment, pour savoir s'il a fait beau ou s'il y a eu un dégât des eaux ou machin, bon, ça, c'est pas la blockchain qui va vous donner la réponse. Et donc, il y a toute la notion de ce qu'on appelle, alors ça a été appelé oracle, c'est-à-dire les gens qui vont entrer les informations de confiance dans la blockchain pour pouvoir réaliser la transaction. Aujourd'hui, c'est encore un cas d'usage assez balbutiant, le concept d'oracle. Il y a eu beaucoup de développement au tout début de la blockchain parce qu'on a vu que c'était quelque chose d'important, des blockchains programmables. En l'absence de vrais cas d'usage déployés, ben, ces oracles ont un peu fait faillite, hein, très concrètement, parce qu'il faut quand même des clients pour fournir ce type de service. Mais pour autant, voilà, on a un développement, il y aura probablement une deuxième vague ou une troisième vague d'oracles qui va venir en fait fournir un service de fourniture d'informations qui vont être inscrits sur la blockchain et qui vont permettre d'exécuter ensuite des conditions liées à des événements qui se passeraient en dehors de la chaîne. Voilà. Mais aujourd'hui, du coup, encore une fois, les cas d'usage d'assurance notamment ne font référence qu'à des événements qui existent sur la chaîne elle-même. Alors, on a une question d'Emmanuel Besson. Actuellement, la France et l'Europe interdisent tous les liens entre les cryptos et l'euro à plus grande échelle, notamment pour le Bitcoin. Il y a très peu de fonds propres investis, CF, LIST, PCAN et AMF. Qu'en pensez-vous? J'en pense qu'on est en train de manquer un marché. Comme je le disais tout à l'heure, oui, effectivement, l'Europe est vraiment à la traîne dans de nombreux, enfin, dans tous les secteurs des cryptos, hein, de toute façon. On a une approche, mais c'est aussi assez culturel, hein. En Europe, on est plus sensible au risque et on a moins aussi d'investisseurs qui sont prêts à mettre des quantités d'argent importantes dans des projets qui sont potentiellement un peu illégaux, un peu à la frontière de la réglementation, ou qui potentiellement pourraient ne valoir zéro 2 ans après. En Europe, quand vous voulez investir, on vous demande un peu des garanties, etc. Donc, on a la source alternative de financement en Europe qui est la banque, évidemment, ne marche pas du tout pour les cryptoactifs puisqu'il y a une hostilité complète du secteur bancaire envers les cryptoactifs. Donc, on a un secteur qui est sous-financé, qui est du coup sous-développé, et ça entraîne
tout un tas de conséquences. Le fait que la première association représentant les cryptoactifs n'ait pu se constituer sérieusement qu'en 2020, c'est déjà en soi une forme d'échec, parce que les associations similaires aux États-Unis, elles existent depuis 2012. Donc on est déjà sur un signal qui montre qu'on est, on est en retard de développement. Alors évidemment, comment sortir de ce retard, c'est toujours une question compliquée, parce que les forces de l'Europe, c'est la réglementation et c'est un secteur public fort. Est-ce que c'est le rôle du secteur public de développer les cryptoactifs? C'est pas sûr. Enfin, en tout cas, ça pourrait bien sûr jouer un rôle, mais il faut identifier dans quel sens. Et la réglementation, elle a plutôt du mal à suivre le rythme en ce moment. Donc voilà, il y a des pistes de sortie. Nous, on voit aussi que la réglementation MiCA, bien faite, elle pourrait apporter de la clarté qui n'existe pas aux États-Unis. Pour l'instant, elle a plutôt tendance à interdire ce qui existe déjà aux États-Unis, donc ça, c'est plutôt dommage. Mais si on arrive un peu à faire bouger le Parlement et le Conseil sur le sujet, on pourrait peut-être avoir un contexte réglementaire qui serait plutôt pousser l'innovation que interdire ce qui fait peur, quoi. Donc on va essayer de... Évidemment, ce sont des paroles qu'on porte un peu partout, mais ce retard de développement, c'est aussi un retard, et surtout un retard culturel d'appréhension sur ces cryptoactifs voilà, qui se matérialise ensuite, évidemment, à tous les niveaux. Mais la crainte, est-ce qu'il y a derrière une crainte qu'un gros acteur type GAFA fasse comme la Chine, c'est-à-dire fasse une monnaie pour les particuliers, et où en fait il connaîtrait tout encore de façon encore plus précise, avec un pouvoir encore plus fort que le pouvoir actuel, où ils n'auraient même pas besoin de faire des machine learning pour tout savoir. Ils auraient un pouvoir de domination totale. Est-ce que c'est ça qui inquiète? Quels sont les arguments actuellement de l'inquiétude? Alors, l'inquiétude, elle est cristallisée autour de plusieurs choses. Il y a les risques de lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme, qui sont vraiment mis en exergue en permanence en Europe, et qui sont c'est quasiment, pour certains acteurs, le seul prisme par lequel ils voient les cryptoactifs. Donc évidemment, quand on se concentre sur ce type de risques qui font quand même extrêmement peur, on n'a pas très envie d'y aller, hein. Donc c'est notamment le cas des établissements bancaires en général, hein, et notamment de la Fédération bancaire française. Donc là, on est sur un blocage qui est lié à des usages néfastes qui sont généralisés à l'ensemble de la classe d'actifs. Donc ça, c'est un des gros risques vraiment qui est matérialisé, enfin, en tout cas qui fait peur. Et le deuxième risque qui est vu, c'est autour justement, effectivement, de la création, je parlais du projet Libra d'IM, au sein des institutions financières, au sein de la commission, etc. Tout le monde ne parle que de ça, du Libra qui va venir enfin, finalement menacer la souveraineté monétaire en Europe, etc. etc. Sans voir que en fait, bon, le Libra diem, il n'est toujours pas lancé, et puis on ne sait pas vraiment s'il va se lancer, mais surtout s'il va y avoir une demande pour ce type d'actif. Enfin, ce n'est pas la première fois qu'il y a un actif indexé sur plusieurs monnaies qui sort, mais en fait, concrètement, dans la vie de tous les jours, c'est inutilisable, hein, ce genre d'actif. Personne n'a envie d'acheter sa baguette de pain un jour, 1,4 le jour d'après, 1,2 le jour d'avant. Bref, donc un actif qui varie même peu par rapport à la monnaie de référence, bon, c'est quand même un peu bizarre en termes d'usage, mais surtout, ce qu'ils ne voient pas, et malheureusement, c'est là qu'on essaie de tirer la sonnette d'alarme, c'est à quel point l'innovation et le développement, ils existent déjà, et c'est des nouveaux acteurs. C'est pas les GAFAM, c'est pas l'industrie financière traditionnelle, c'est les cryptoactifs, et c'est là que la croissance c'est là que les usages explosent. Et ça, on a du mal à porter le message, justement à cause de cette approche par les risques, de cette approche qui a été de dire dès le départ, non, le Bitcoin, c'est du blanchiment, c'est du financement du terrorisme, c'est le darknet, etc. Et ça, c'est très difficile de sortir de cette vision, même si aujourd'hui, les usages n'ont plus rien à voir.
Donc, et qu'en plus, les outils existent. Il y a des outils de traçabilité sur blockchain qui permettent de s'assurer que votre actif n'est pas passé par du marché noir, etc. etc. Donc, en fait, le paysage aujourd'hui n'a plus rien à voir. On a des acteurs réglementés, on a des outils d'analyse transactionnelle qui analysent les blockchains, on a un marché extrêmement fort aux États-Unis et en Asie, on a un marché balbutiant en Europe. Il faut vraiment changer d'état d'esprit et ça, c'est très compliqué. Et surtout quand on a martelé depuis 10 ans en son nom propre que c'était pas possible et qu'il fallait pas y aller, quoi. Mais d'un autre côté, ils sont en train d'y aller quand même timidement. Et d'une certaine façon, ce qui est quand même paradoxal, c'est que le Bitcoin, il y avait des gros titres de journaux, le Bitcoin apparaissait comme une valeur refuge, si j'ose dire. Donc, quelque chose en qui on a confiance, alors que la volatilité, elle est effrayante. Et paradoxalement, la crise de confiance des citoyens vis-à-vis des institutions, y compris des banques centrales, surtout une période importante où on creuse les dettes. Est-ce que ce n'est pas le moment justement peut-être de que les banques centrales s'approprient vraiment ce truc-là et de façon à ce que, d'une certaine manière, à reprendre de la confiance? Oui, on le pense, oui. En tout cas, on pense que ces réseaux-là, ouverts, publics, auditables, ils ont des caractéristiques extrêmement intéressantes, et notamment pour les banques centrales et pour les établissements financiers dans leur ensemble. Le problème, c'est toujours quand on jette le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est qu'on voit un usage négatif et on enlève tout le cas d'usage. Et là, on répète un peu les erreurs. Je fais toujours le parallèle avec Internet, mais je trouve qu'il est très pertinent. Oui. En France, on a vu Internet débarquer, on a eu peur, on a créé le Minitel et voilà quoi. Et c'est un peu le problème qu'on retrouve aujourd'hui. Pourquoi Internet faisait peur? Parce que c'était un réseau ouvert où on pouvait trouver tout et n'importe quoi et on pouvait notamment trouver, alors je ne sais pas si vous vous souvenez des grands titres dans les journaux à l'époque, mais c'était la recette de la bombe sur Internet, c'était les images pédopornographiques, etc. Et on n'a pas vu en France, on n'a pas voulu voir, en tout cas, alors évidemment, il y a des entrepreneurs qui sont quand même allés, mais le discours ambiant décourageait évidemment tout le monde d'aller sur Internet parce que c'était vu comme quelque chose de négatif. Et en plus, il y avait le Minitel qui était contrôlé par l'État, c'était beaucoup mieux, beaucoup plus clair, beaucoup plus sûr, etc. Et là, notre crainte à la DAN, c'est qu'on soit en train de répéter le même raisonnement. Alors, on est sur des choses complètement différentes, mais finalement, la peur de l'innovation, la peur de l'ouverture, parce que, évidemment, l'ouverture implique cas d'usage négatif. Et évidemment, quand vous permettez à tout le monde de faire quelque chose, vous allez avoir des choses négatives. Mais l'histoire montre que, in fine, on arrive à un réseau qui est, avec les usages, bon, la plupart des gens ne sont pas des criminels. Donc, si tout le monde se met sur les cryptoactifs, évidemment, la majorité des cas d'usage seront des cas d'usage positifs. Là, nous arrivons à 19h15, donc nous avons nous n'avons pas perdu beaucoup de monde, il y a encore beaucoup de monde. Néanmoins, je pense qu'on ne peut pas abuser de ta disponibilité. Est-ce que tu as, en balayant, on a reçu énormément de questions, je ne sais pas si on peut les conserver après, les regarder, etc. Est-ce que tu en as vu qui méritent quand même d'être abordées avant qu'on se quitte? Je pense qu'on a fait un beau panorama déjà. Peut-être que s'il y a quelques questions qui reviennent, alors là, il y en a vraiment beaucoup, donc c'est compliqué de tous les parcourir comme ça. Mais s'il y en a quelques-unes sur lesquelles je peux répondre après coup, je le ferai avec plaisir. Ouais, là, j'en Et vois pas comme ça qui... une question bête. Oui. Les rançons cyber, elles passent par blockchain? Alors, très souvent, oui. On a des paiements, enfin des demandes de paiement qui se font en Bitcoin ou en d'autres cryptoactifs parce que c'est une monnaie nativement numérique, donc c'est beaucoup plus facile. Et on a une possibilité d'avoir une forme de pseudonymat qui permet de rendre plus difficile la traçabilité des transactions. C'est en fait une transaction sur blockchain, c'est entre le cash et le virement bancaire. C'est-à-dire que c'est numérisé, euh, mais donc vous avez un numéro de compte, mais il vous manque en fait le lien avec
avec l'identité réelle de la personne que fournit le compte bancaire. Mais ce n'est pas intraçable comme le cash, dans le sens où on peut suivre la transaction, puisque toutes les transactions sont faites publiquement. Donc, c'est utile pour certains types de transactions illégales. Hein, et donc, effectivement, on voit d'ailleurs sur les ransomware particulièrement des développements assez significatifs sur l'année dernière. Il y a un certain nombre de sociétés d'analyse technique sur blockchain qui ont fait des rapports qui le mettent bien en avant. ScoreChain, qui est membre de la DAN, Chainalysis aussi, qui sont des sociétés qui font des outils d'analyse transactionnelle. Ce qu'on constate, c'est que, par contre, ça donne aussi des nouveaux outils d'investigation judiciaire, puisque sur la base de ces transactions, vous pouvez en fait découvrir d'un coup un grand nombre de personnes. On a eu quelques exemples un petit peu emblématiques. C'était notamment l'année dernière avec l'aide d'une société d'analyse transactionnelle où il y a un réseau de, je crois, plus de 80, un réseau d'échange d'images pédopornographiques où il y a eu plus de 80 arrestations d'un coup parce qu'on a tracé toutes les transactions blockchain des personnes et qu'on a pu ensuite, en faisant appel aux intermédiaires qui sont régulés et, voilà, et aux enquêtes de police, etc., remonter jusqu'à l'identité des personnes. Donc, il y a des nouveaux outils d'investigation. Par contre, effectivement, c'est utilisé par les criminels, il ne faut pas le nier, et ça, c'est très important. Ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que dans un futur relativement proche, l'ensemble des prestataires, des intermédiaires soient régulés et qu'on ait un contrôle sur toutes les entrées et toutes les sorties autour de ces cryptoactifs. C'est déjà le cas en France. Hein. Donc en France, il est impossible aujourd'hui de développer une activité d'achat à vente de cryptoactifs sans être régulé par l'AMF, c'est illégal. Très bien. Bon, tu penses qu'on a, pour une première prise de contact, on a suffisamment balayé le sujet? Tu vois des failles importantes de sujets qu'on n'a pas abordés? Je pense qu'on a abordé beaucoup de choses. Non, il y a eu l'écologie, il y a eu les risques LCBFT, la réglementation. Je pense qu'on a fait un bon premier panorama. Ravi évidemment de répondre aux questions complémentaires plus tard et surtout un peu peut-être des questions détaillées par écrit. Vous avez l'adresse là de contact à Dan. On répondra en propre ou on pourra transmettre d'ailleurs à des intervenants plus qualifiés sur les différents sujets. Mais voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et sur le site Adan aussi, il y a beaucoup de ressources. On met beaucoup de choses, des articles, des analyses, des position papers sur différents sujets des cryptoactifs. Eh bien, merci beaucoup, Simon. C'était passionnant et on te remercie infiniment pour ce panorama qu'on a trouvé très, très complet. Et puis, si tu as la gentillesse de répondre aux questions, ça sera absolument super, ou de renvoyer sur des gens qui sont des spécialistes parce qu'il y a tellement, c'est un sujet tellement vaste qu'il y a plein de spécialités. Merci Oui. infiniment et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.